Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Favreau. Je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le LIMOS, un laboratoire de recherche en informatique qui partage ses locaux avec l'ISIMA sur le campus des CESO. Sur ce sujet, Gauthier Filière vient nous rejoindre en thèse et on va vous présenter aujourd'hui le projet qui nous fait vivre scientifiquement depuis une année maintenant. Alors, ce projet, il a commencé progressivement à germer dans mon esprit pour plein de raisons. Moi, je suis chercheur en informatique. Un de mes centres d'intérêt, c'est la carte. Comment est-ce qu'on représente l'espace? Donc en 2015, il y avait à Clermont-Ferrand une rencontre de passionnés de cartographie qui s'appelait State of the Map, qui fait le tour de la France. Et puis, c'était une occasion d'échanger, de réfléchir. 2016, c'est l'année où je me suis posé la question, en étant touché personnellement, de la manière dont je pourrais réorienter mes activités de recherche autour de la question de la déficience visuelle. Et puis en septembre 2016, en ayant fait la compilation de ces deux envies, je suis allé rencontrer Guillaume Touillat à l'IGN et je lui ai proposé le sujet sur lequel je sentais qu'on pourrait dire des choses, qui est bien l'aide à la conception de cartes pour déficients visuels. Ça a tout de suite correspondu à ces objectifs scientifiques et donc on a commencé une collaboration fructueuse depuis cette date-là. Et le projet qu'on vient vous présenter aujourd'hui est le fruit de cet échange initial. Alors, les deux laboratoires qui portent ce projet, donc c'est le LIMOS, le premier laboratoire de recherche, et en particulier le thème G4 auquel j'appartiens. Si on décompose le nom G4, c'est géométrie, algorithmie, apprentissage et images. Alors, c'est des domaines de recherche sur lesquels on concentre nos intérêts. Si on voulait résumer, et en particulier ici dans ce contexte-là, pourquoi c'est pertinent, on s'intéresse au traitement des données géométriques, donc la forme des objets, et puis à l'utilisation de méthodes par apprentissage. Tout à l'heure, je décrirai un petit peu plus ce que c'est, mais c'est les techniques qu'on entend souvent quand on parle de big data, par exemple, comment on traite de grandes données à l'aide de l'outil informatique. Par le passé, moi, je me suis intéressé à des sujets connexes comme les maillages en 3 dimensions pour la médecine, par exemple. Et puis, naturellement, j'ai cheminé vers le sujet qu'on vous présente aujourd'hui. Et je vais passer la parole à Gauthier qui va se présenter rapidement. Moi, je vais me présenter brièvement. Donc, à la base, j'étais pas issu d'une formation informatique initialement. J'ai beaucoup travaillé dans l'artisanat, en menuiserie, métallerie principalement. Donc après, j'ai fait des études en géologie et je me suis réorienté en informatique, donc dans l'analyse et le traitement d'images, notamment en imagerie médicale. J'ai travaillé en entreprise pendant plusieurs années et là, je viens de reprendre du coup une thèse sur le sujet de la cartographie, la génération cartographique à destination d'un public déficient visuel. Donc j'ai un bon passé informatique, fabrication, conception, et je connaissais pas du tout la déficience visuelle. Mais maintenant, bon, on a eu pas mal d'échanges et on va vous présenter un peu à quoi ça aboutit pour l'instant. Donc là, je vous présente le laboratoire Cogit de l'IGN, qui est partenaire du projet. Donc eux, leur expertise, c'est vraiment la géomatique, et particulièrement la cartographie. Donc géomatique, c'est géographie informatique, c'est la contraction des deux. Et donc là, en cartographie, ils ont un gros passé et un gros savoir-faire sur ce qu'on appelle la généralisation cartographique. Donc la généralisation, c'est plusieurs étapes qui consistent en entrée, on a des données. C'est pas des images, c'est vraiment des données dans une base de données. Ces données, comment on va les représenter, comment on va les agencer les unes par rapport aux autres, de façon à garder une cohérence. Parce que si une route passe à côté d'une rivière, sur la carte finale, il faut que la route à la rivière soit à côté. Et donc c'est tous ces outils-là qui vont permettre de jouer sur les géométries, sur l'ensemble, sur l'harmonie en général de la carte. Et ensuite, ils ont aussi un gros savoir-faire sur la partie base de données collaborative, donc OpenStreetMap, qui sera détaillé un peu plus loin. Et donc réunir les savoir-faire du laboratoire du LIMOS et de l'IGN. Ça a donné lieu au projet ActiveMap qui consiste à générer des cartes en relief pour les déficients visuels en utilisant les savoir-faire de chacun des laboratoires. Et ça a donné lieu au sujet de thèse pour 3 ans qui a débuté en novembre. Pardon. Donc l'expertise. Donc on a commencé à réseauter beaucoup pour diverses raisons. Déjà, moi, le côté déficience visuelle, comme je l'expliquais, je connaissais pas grand-chose. Je suis vraiment informaticien à la base, donc on a
On a commencé avec Braille et Culture, le SUC, enfin le service Université Handicap à Clermont. On a beaucoup échangé avec le CRDV, les instructeurs en locomotion, dont certains sont ici. En tout cas, certains qu'on a rencontrés, certains avec qui on a rencontré, on a commencé à beaucoup échanger et qui ont abouti à des premiers prototypes qu'on vous montrera plus tard. Ensuite, l'AILDV, mais aussi le côté, donc ça c'est plus pour tout le côté déficience visuelle, avec quelques échanges avec l'équipe Ellipse de l'IRIT. Donc c'est un laboratoire universitaire aussi en informatique sur les interfaces homme-machine, où ils ont tout un thème de recherche, donc cherchons pour voir, qui est destiné à la déficience visuelle. L'interface entre l'homme et la machine, mais à destination d'un public déficient visuel, notamment avec des interactions audio, des choses comme ça, ou d'utilisation de périphériques spécifiques. Après, pour côté de fabrication, on a rencontré pas mal de Fab Labs, notamment le SIGMake, donc le petit Fab Lab de Sigma, pour ceux qui connaissent. Et les instructeurs en commotion, j'en ai déjà parlé. Donc, voilà, donc on a commencé à réseauter. Déjà, on s'est rendu compte d'une chose au début, c'est qu'il y a les gens communiquent à l'échelle locale, mais il y a très peu d'échanges, il y a très peu de standards, notamment par exemple pour l'adaptation de cartes, il y a très peu de standards qui existent. C'est encore de la fabrication artisanale, donc on va voir ça. Donc notamment, voilà. Donc j'ai commencé par expliquer comment on fait des cartes aujourd'hui, des cartes classiques, et après comment on les adapte. Donc les cartes classiques, donc c'est le savoir-faire historique de l'IGN. C'est un des... Alors on s'est basé sur l'IGN, il y en a d'autres qui existent, mais l'IGN c'est un des plus anciens. Et c'est un des savoir-faire les plus complets en termes de cartographie, pas seulement en France, mondialement. Donc une carte, là on vous a mis le schéma complet de conception d'une carte. Ça va de la sélection des données. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut afficher sur la carte, en fonction de l'utilisation qu'on en voudra. Donc l'étape de généralisation qui va consister à adapter toutes les géométries, à déplacer légèrement, déformer, de façon à rendre la carte homogène et intelligible. Parce que si on affiche toutes les données brutes, on ne voit plus rien. Ensuite, il y a toute la partie stylisation, donc quelle couleur on choisit, quel contraste pour différencier les choses. Donc là, c'est plus un côté graphique et artistique. Et enfin, il y a tout ce qui est typonymie, donc le placement des noms de villes, des noms de rues, et de tout le texte en général dans la carte. Donc, l'IGN, ils ont un ensemble de bases de données, donc qui est disponible à plusieurs échelles. Et ils développent de plus en plus en fait des outils, parce qu'avant ils faisaient de la prestation pour du professionnel. Aujourd'hui, ils font aussi de la prestation pour du particulier, avec notamment une approche de faire la carte à la carte, c'est-à-dire chacun puisse faire sa propre carte. D'où aussi son implication sur le sujet de cartes en relief, ça les intéresse énormément. Ensuite, les autres fournisseurs de cartes, donc vous avez Google Maps, vous avez OSM, vous en avez beaucoup qui sont utilisés. Eux, en réalité, ils font pas de conception de cartes. Ils achètent des données à une échelle donnée et ils font des petites tambouilles pour faciliter les choses, pour chanter l'étape de généralisation. Donc en réalité, la plupart des cartes qu'on voit, il n'y a pas vraiment de sélection de données, puisque les données se sélectionnent en amont au moment de la prestation, quand ils les achètent. La généralisation n'est pas vraiment faite. En réalité, ils ont une image avec une très bonne résolution, une image avec une moins bonne résolution, et ils interpolent entre les deux. Ils ont un curseur et ils le déplacent comme ça, en jouant un petit peu dessus. Et ensuite, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur propre style sur la carte. Si vous regardez une carte Google Maps, une carte IGN, une carte Michelin, vous n'aurez pas du tout les mêmes couleurs, les mêmes styles. Donc voilà, c'est vraiment l'étape de stylisation qui va les différencier. Mais du coup, là, il y a ce qui justifie vraiment l'implication de l'IGN, c'est vraiment cette étape de sélection des données, de généralisation, que beaucoup, même en cartographie, mettent de côté.
Donc maintenant, les cartes adaptées pour les déficients visuels, la plupart du temps, elles sont faites par des adaptateurs transcripteurs ou des instructeurs en locomotion, à partir de cartes réelles ou de photos aériennes. Et donc, c'est des représentations visuelles qui sont faites pour un public voyant. Ensuite, ces adaptateurs transcripteurs ou ces instructeurs vont sélectionner manuellement les données, ils vont choisir, voilà, est-ce que je veux représenter mon rond-point ou pas, quelle échelle m'intéresse. Ils vont commencer à réfléchir, à choisir les modes de représentation, est-ce qu'il faut que je mette des textures, est-ce que c'est du relief ou juste du fort contraste pour un malvoyant ou un non-voyant, et le type de contour. Parce qu'en fonction des capacités et de l'acuité du déficient visuel, il n'y aura pas forcément la même adaptation. Et ensuite, il y a l'étape qui est relativement longue, qui va être celle de dessin. Alors dessin, en réalité, c'est conception. Aujourd'hui, on fait du dessin parce que c'est aidé par informatique avec des logiciels comme Illustrator, comme ce qu'a fait Durga, par exemple. Mais il y a aussi toute la partie fabrication en termes de matrice pour du thermoformage. Et ça, c'est ce qui prend beaucoup de temps. Et après, l'étape de fabrication, c'est l'étape annexe qui, elle, est moins contraignante, on va dire, en termes de temps et autres, puisque c'est vraiment l'étape de conception. Et nous, ce qu'on propose, justement, c'est de simplifier toute cette chaîne-là. Donc, pour faire le travail d'adaptation par la suite. Donc l'adaptation, comme je vous le disais, est spécifique à la déficience visuelle de l'utilisateur, en fonction de si c'est un non-voyant ou un malvoyant, de son acuité tactile. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Donc ça joue énormément sur la qualité et la quantité d'informations qu'on va pouvoir représenter. Ensuite, la capacité d'abstraction, donc la représentation spatiale. La représentation mentale et spatiale de l'utilisateur. Et ensuite, l'usage qu'on va faire de la carte. Il y a vraiment un besoin là, c'est vraiment pour expliquer le besoin de la carte à la carte, comme ils disent à l'IGN, donc de besoin de carte sur mesure. Merci. Donc, parmi les données qu'on peut solliciter, il y a celle de l'IGN, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, l'IGN, en fait, de plus en plus, il s'intéresse à une autre base de données qui s'appelle OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est né en 2014. C'est un projet qu'on pourrait dire être le Wikipédia des cartes. 2014, c'est 2004. Pardon. Une coquille. 2004. L'idée, c'est de concevoir collectivement une carte qui représente l'état du monde tel qu'on le connaît. Et donc, s'il y a une route qui change, c'est quelqu'un qui, dans son voisinage, sait que la route elle a changé et qui la modifie. C'est une base de données qui est extrêmement complète, qui couvre des territoires beaucoup plus précisément, par exemple, que celle qui est disponible sur Google. Souvent, les gens disent j'ai Google, mais en fait, à certains endroits, et notamment en termes de déplacement piéton, c'est beaucoup plus précis. Et puis, l'énorme avantage, c'est que l'objectif de ce projet, c'était de construire une base de données de cartographique libre et pour tous les usages. Et en particulier, les données, elles sont juste décrites par des points, qui ont des coordonnées GPS, par des segments entre ces points, par des relations entre les objets, et puis par de la sémantique. Et en fait, c'est un peu abstrait, mais ce que je voulais expliquer ici, c'est que c'est juste l'utilisation qu'on en fait qui limite les possibilités de l'outil. En fait, l'outil permet de décrire absolument tout. Il permet de décrire les trottoirs, il permet de décrire la position de chacun des arbres, il permet de décrire la foultitude des choses qu'on peut imaginer dans le monde, du moment que ça a une coordonnée GPS. Et c'est juste l'énergie des gens qui vont contribuer au projet qui vont déterminer les informations qui sont présentes. Et déjà aujourd'hui, par exemple, on peut décrire pour un passage piéton, alors évidemment c'est des mots en anglais que j'ai mis, mais c'est vraiment extrait de la base de données, c'est comme ça que c'est codé dedans. Un passage piéton, c'est un crossing. Est-ce qu'il a un tactile paving? Est-ce qu'il a une bande podotactile? Bad, c'est-à-dire qu'elle est de qualité moyenne. Un crossing island, ça veut dire qu'il y a un îlot central qui va séparer la traversée. Tout ça, c'est décrit, c'est sémantiquement disponible. Et si je continue, il y a un signal sonore qui est disponible et puis on peut traverser facilement avec un fauteuil parce qu'il y a un bateau accessible. Toutes ces questions-là, elles sont aujourd'hui dans la base de données. Et s'il manque des choses, il s'agit juste de convaincre la communauté que c'est nécessaire et puis les gens vont massivement se mettre à l'ajouter. Donc nous, notre projet, il est aussi sur cette question de sensibilisation des gens qui constituent ces cartes à
aller orienter la carte dans la direction qui nous intéresse, c'est-à-dire les données manquantes pour produire des cartes dont on va parler juste ensuite, qui contiennent les informations nécessaires au public déficient visuel. Donc c'est une base de données voilà, sous licence libre qui est ouverte à tout le monde, à la fois en contribution et puis en consultation. Alors maintenant, je vais raconter un peu plus précisément quel est notre projet. L'idée générale de ce qu'on imagine produire, et puis on pourrait imaginer que les premiers prototypes logiciels arrivent à la fin de la thèse de Gauthier, c'est un petit peu l'objectif, c'est de proposer un outil logiciel qui permette à un utilisateur de choisir une zone d'intérêt, par exemple le petit quartier de voisinage autour du CRDV, de décrire de manière interactive les besoins d'adaptation. Donc par exemple, c'est pour une personne qui a une cécité complète, qui a déjà vu par le passé, donc a une compréhension de l'espace relativement robuste, qui a une... Voilà, la foultitude des choses dont on a parlé tout à l'heure. Et l'outil logiciel ferait une pré-préparation des données, facilitant le travail de sélection, de dessin, de pré-ajustement des réglages. Et puis, parce qu'il y a toujours un savoir-faire professionnel qu'il ne faut pas négliger, les personnes qui sont adaptateurs, transcripteurs ou instructeurs en locomotion pourraient affiner plus précisément le dessin, réajuster les choses, préciser pour le cas spécifique qui les intéresse certaines informations, avant de fabriquer la carte. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'imaginer pouvoir adresser différents modes de fabrication. Aujourd'hui, on est venu avec des cartes imprimées avec une imprimante 3D. Tout à l'heure, on la fera passer pour vous montrer. Mais le données brut qu'on imagine construire, on pourrait l'utiliser pour du thermogonflage, thermoformage, etc., frittage laser. Il y a une foultitude de techniques qui existent pour fabriquer des objets. Les domaines de recherche qui sont impliqués, parce que là on parle d'un logiciel, mais en fait il y a beaucoup de problématiques de recherche qui sont sous-jacentes. J'ai mis quelques mots-clés juste pour dire un peu plus de qui on est, même si peut-être ça vous parlera pas forcément, mais du coup c'est des traitements de données géométriques, on va s'intéresser aux formes des objets. C'est de la fusion de données, il y a plusieurs informations qu'on doit rassembler en un seul endroit. C'est de la fouille de données, on doit explorer des données existantes et identifier ce qui est intéressant dedans. C'est du recalage, c'est-à-dire on a plusieurs cartes, il faut les mettre ensemble. C'est de l'apprentissage et des systèmes multi-agents, c'est-à-dire que les ordinateurs, il faut qu'ils s'adaptent et qu'ils comprennent, enfin qu'on les construise, les logiciels, de sorte qu'ils soient capables de comprendre ce que l'utilisateur veut. Donc c'est un petit peu toutes les domaines et les disciplines scientifiques en informatique qu'on veut réunir sur ce projet. Alors je fais un tout petit zoom sur l'apprentissage parce que c'est une des techniques, puisqu'on c'est le café du savoir, j'en profite pour partager avec vous une des thématiques de recherche qui nous motive pas mal, ça s'appelle l'apprentissage par ordinateur. C'est l'idée de dire que on a plein d'exemples de choses qu'on sait être vraies. Par exemple, j'ai un algorithme et ce que je voudrais, c'est que si je lui donne en entrée quelque chose, il me retourne une chose précise. Par exemple, je lui donne celui-là et je veux qu'il me ressorte ça. Et je construis une base de données d'exemples. Si j'ai ça, je voudrais qu'il me donne ça. Si j'ai ça, je veux qu'il me donne ça. Si j'ai ça, j'en assemble plein. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à mon logiciel un exemple. Je vais constater que c'est pas exactement ce que je veux. Et je vais automatiquement ajuster le logiciel pour qu'il se comporte correctement par rapport à ça. Puis je vais lui donner un deuxième exemple, ça marchera pas, je réajusterai, etc. L'apprentissage, ça marche comme ça, en lui fournissant une grande liste de données, ce que je veux étant donné ce que je lui donne, je vais petit à petit faire converger le logiciel vers la solution que je veux. Donc ça, c'est les techniques qu'on souhaite utiliser dans cette démarche, c'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va vous expliquer après qu'on a fait une collecte de cartes. C'est l'idée de collecter des informations pour que petit à petit, l'ordinateur, il apprenne à se comporter correctement par rapport à ce qu'on attend de lui. Voilà, bon, une fois qu'on a entraîné l'algorithme, du coup, on peut l'utiliser. C'est un petit peu le principe. Et plus on lui dira que c'est pas exactement ce qu'on veut, plus il s'affinera dans sa maîtrise. Maintenant, on est de plus en plus familier des outils qui ont ce comportement-là, mais la technique informatique sous-jacente, elle ressemble à ça. Il faut d'abord construire une base de données, un corpus de données réalistes et qui correspondent à ce qu'on veut lui faire apprendre. Alors les premières réalisations, donc comme je vous l'ai dit, ça a commencé en fin 2016, cette discussion avec Guillaume Touillat à l'IGN. Et très vite, on s'est dit que la meilleure solution d'explorer les sols, c'était de mettre des jeunes étudiants sur les questions qui nous semblaient être intéressantes pour étudier la faisabilité de la démarche. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les outils de l'IGN et puis on les a tordus pour qu'ils réussissent à produire des cartes pour les non-voyants. Donc on a inclus le braille. On a commencé à réfléchir à produire des cartes d'élévation plutôt que des cartes en couleur. On a commencé à réfléchir à écarter les bâtiments exactement suivant les besoins, à ajuster la forme des bâtiments pour les simplifier. Toutes ces problématiques dont Gauthier parlait avant, de généralisation, qui sont l'ajustement des données géométriques,
elles existent de manière générale à l'IGN. La question, c'est est-ce qu'on est capable de traduire leur savoir-faire pour les cartes déficientes visuelles. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Et l'étude de faisabilité qu'on a menée pendant une année nous confirme que c'est une piste scientifique et technique extrêmement intéressante et qu'on se sent capable de vous proposer à l'échelle de quelques années quelque chose de fonctionnel. Alors, par exemple, les sujets sur lesquels on commence à travailler, là, je travaille avec un chercheur du CNRS à Paris qui s'appelle Nathan Cohen. Lui, sa spécialité, c'est la théorie des graphes. Les graphes, c'est la représentation des dessins avec des points et des traits entre les points, pour faire simple. Et par exemple, ici, on a collecté parmi les cartes qu'on a récupérées une carte produite par Braille Culture qui représente un petit quartier qui s'appelle Gravelines dans le nord de la France. On a la donnée OpenStreetMap dont je parlais tout à l'heure correspondante. Et la question, c'est si on veut entraîner notre logiciel pour que, étant donné ça, il nous produise ça, il faut qu'on sache quel bout correspond à quoi. Ça s'appelle la mise en correspondance ou l'appareillage des données. Donc le premier travail qu'on fait, c'est justement, donc là, peut-être cette image n'est pas très parlante, mais en réalité, ça correspond au réseau des rues de l'un, recalé sur le réseau des rues de l'autre, et ça a été fait automatiquement et pas à la main. Voilà, c'est un petit peu les débuts de travaux qu'on est en train de faire, qui sont, si on ouvre le capot, les composants élémentaires de la chaîne qu'on est en train de construire. Et puis je vais laisser la main à Gauthier pour qu'il vous raconte la suite. Donc, dans le cadre du projet, comme l'expliquait Jean-Marie, on veut mettre en place des techniques d'apprentissage. Donc pour ça, on a besoin d'un corpus de cartes pour savoir qu'est-ce qu'on va faire apprendre à nos algorithmes. Donc dans ce cadre-là, on a organisé une première collecte de cartes. Donc on a contacté des adaptateurs, les instructeurs en locomotion. On a fait passer pas mal de messages et on attend toujours certains retours. On a commencé à en avoir, on a entre 30 et 40 cartes actuellement. Et on a eu quelques surprises, mais notamment sur l'ampleur des cartes en fait, parce que ça va du plan de quartier aux cartes de carrefour à la carte beaucoup plus générale et beaucoup plus ample. Et voilà, j'en profite pour, si parmi vous il y en a qui ont des cartes en relief, n'hésitez pas à les communiquer. Ça nous aide. Ça nous aidera. Mais enfin voilà, on a quand même eu assez de retours positifs sur cette collecte. Les gens ont l'air assez intéressés sur les techniques. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura de nouveaux résultats. Alors, ce sera pas une version, ce sera pas encore un logiciel final distribué à tout le monde, mais je pense ça va nous permettre d'avoir une première approche. Et de toute façon, je pense qu'on tiendra au courant aussi bien le CRDV que les ILDV. Et merci à ceux qui nous ont déjà fourni des cartes. Donc c'est-à-dire que là, vous êtes encore en recherche de nouvelles cartes auprès d'autres services de transcription. Plus on aura de cartes, plus notre algorithme sera efficace. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc, en gros, la collecte pourrait ne jamais s'arrêter si on voulait être... L'apprentissage profond, par exemple, il faut au moins 100 000 données pour commencer à être pertinent. On ne va pas utiliser ces approches-là parce qu'on fait de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut. Donc, il nous faut moins que 100 000 cartes, évidemment. Mais là, pour l'instant, on est bien en dessous de ce qui nous permettrait réellement de commencer. Donc là, si on n'a pas assez de cartes, on injecte du savoir expert. Donc, on sollicite les experts. Si on a moins d'experts, on fait travailler l'ordinateur pour qu'il apprenne de ce que les experts ont fabriqué. C'est un peu, soit c'est la donnée des experts qu'on utilise, soit c'est leur savoir-faire. Dans le cadre de la nuit de la géographie, donc on vous parlait d'OpenStreetMap tout à l'heure et de la possibilité de contribuer. Donc là, on avait fait un petit atelier de contribution à OpenStreetMap dédié à l'accessibilité. Donc, on a sélectionné le quartier sud du Jardin de Coq parce que ça se passait à l'IADT, donc c'était juste à côté. Donc, les descriptions, c'était limité à définir tout ce qui était rampe d'accès, escalier qui n'était pas indiqué sur la carte, et quelques croisements. Donc les feux, les passages piétons, les bateaux pour l'accessibilité aux fauteuils roulants. Et on s'est rendu compte que malgré les
les normes qui existent au niveau d'OpenStreetMap et les recommandations, il y a toujours pas de... Il y a quand même des problèmes. Par exemple, je sais pas si vous voyez le... Comment il s'appelle ce bâtiment à côté de l'INP? La fac de droit, il y a un double escalier un peu complexe. Avec une forme compliquée. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de le décrire. Soit à travers un chemin, soit à travers des surfaces. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à représenter en termes de données. En fait, pour être précis, le OpenStreetMap fonctionne par consensus sur la manière de décrire les choses. J'ai dit qu'on pouvait tout décrire, mais il faut que tout le monde se mette d'accord pour décrire les choses de la même manière. Et donc, ça progresse doucement, cette question de convergence de comment on décrit les choses. Donc, au moment où on en est, les gens, ils ont l'habitude de le décrire par un chemin, et ils commencent à discuter à comment est-ce qu'on va le décrire si c'est une forme plus complexe. Et pour l'instant, il n'y a pas de consensus franc sur une ou l'autre des solutions à adopter. C'est ça, en fait. Et bon, on n'était pas nombreux, mais on a quand même repéré pas mal de choses et on a commencé à contribuer. Voilà, et c'est le genre d'actions sur lesquelles on espère faire évoluer la communauté OpenStreetMap pour qu'ils aillent dans la direction de ce qui nous est utile. On a presque fini. Bah alors justement, je l'ai fait passer. Ça, c'est une carte, on s'en va de l'écran. Bah, c'est celle qui est affichée de toute façon. Ouais. Donc ça, c'est la fin de la chaîne de traitement, c'est-à-dire que là, on a utilisé les données réalisées par l'équipe des instructeurs en locomotion du CRDV et puis des transcripteurs adaptateurs, c'est-à-dire cette carte qui a été dessinée par Durga. On n'a pas mis notre logiciel qui va traiter les données d'OpenStreetMap. On s'est focalisé ici sur la fin de la chaîne de traitement. On s'est dit, qu'est-ce qu'on est capable de fabriquer à partir de ces données-là? Et donc, on a travaillé à produire des données en 3 dimensions pour en faire une impression en 3D pour montrer que bah, voilà, c'est une des alternatives possibles à la construction des choses. Alors, les modèles qu'on vous met entre les mains, c'est encore un prototype. Il a des défauts qu'on connaît et puis qu'on travaille à faire évoluer grâce à nos amis ici. Donc sans leur expertise, on ne saurait pas non plus aller dans quelle direction ajuster les choses. Et je crois que c'est un des défauts de beaucoup de chercheurs qui restent dans leur bulle que de ne pas être sensibilisés et être au quotidien avec des experts sur ces questions-là. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans ma démarche de recherche, c'est-à-dire de l'ancrer à la fois sur des parties théoriques dont je vous parlais tout à l'heure et dans une démarche pratique d'usage et d'expertise des professionnels qui maîtrisent ces savoir-faire. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour exprimer cette envie à travailler ensemble sur ces problématiques. Voilà, puis en conclusion, si vous voulez plus d'informations, le site internet c'est activemap.limos.fr où on met à jour régulièrement les actualités sur les différentes démarches qu'on fait, les gens qu'on rencontre, les appels à contribution, les cartes aux parties et autres activités sociales autour de la cartographie pour déficience visuelle. Merci. Merci à vous.